Il y avait un environnement où des livres étaient disponibles. Il y avait une petite bibliothèque dans le campement avec des livres de Naomi Klein, Noam Chomsky sur la Palestine et Edward Said. Les étudiants pouvaient emprunter ces livres et étaient exposés à des penseurs critiques. Ils avaient accès à des livres comme La fabrication du consentement, que des jeunes de 18 et 19 ans n'auraient peut-être jamais rencontré autrement. Le campement était un environnement très éducatif, accueillant et holistique. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai avec moi pour la deuxième fois Pitasana Shanmugatas, un journaliste et réalisateur canadien. Il a produit le documentaire Truth to the Powerless, une enquête sur la politique étrangère du Canada. Ce documentaire examine et remet en question l'image du Canada en tant que pays pacificateur et pacifiste. Je l'ai interviewé à ce sujet il y a environ 1 an et demi, alors allez voir ça si vous le souhaitez. Ou mieux encore, regardez le documentaire. Je mettrai tous les liens dans la description. Pitasana est maintenant aussi étudiant en droit à la Vermont Law School, où il contribue au magazine étudiant de droit basé à Pittsburgh, The Jurist. Il observe et écrit sur les manifestations étudiantes, ainsi que sur la politique étrangère canadienne, et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, Pitasana, bienvenue à nouveau. Merci de m'avoir invité, Pascal. C'est un plaisir d'être ici. Et avant de commencer, où les gens peuvent-ils trouver votre documentaire sur le Canada? Before we start, where can people find your documentary about Canada? Oui, le documentaire est gratuit à regarder. C'est une série documentaire en 6 parties et vous pouvez la regarder sur truthtothepowerless.com. C'est un documentaire unique car nous interviewons les politiciens responsables de la formulation et de la promotion de la politique étrangère du Canada. Nous contrastons ensuite cela en interviewant des universitaires distingués comme Noam Chomsky, ainsi que des activistes canadiens et des dissidents critiques. Ainsi, vous obtenez les deux côtés, le point de vue de l'establishment et le récit dissident qui le remet en question. C'est un documentaire vraiment cool, une série documentaire en 6 parties, et c'est gratuit pour tout le monde. Yeah, I really like that. I mean, you really... Oui, j'aime vraiment ça. Je veux dire, tu te soucies évidemment du Canada et tu essaies de démanteler le récit dominant et de montrer ce qu'il est réellement. Mais nous ferons cela dans la deuxième partie de cette discussion. D'abord, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton expérience avec les manifestations étudiantes. Tu as été sur plusieurs campus, n'est-ce pas? Tu les as observées et écrites à leur sujet. Donc, nous enregistrons cette vidéo le 28 mai. Quel est le statut actuel et comment les choses ont-elles évolué au cours des derniers mois? What is the status and how did it go over the last couple of months? J'ai fait mes études de premier et de deuxième cycle à l'Université de Toronto. Les manifestations qui s'y déroulent sont celles que je connais le mieux, bien que j'ai également participé à des manifestations aux États-Unis. À l'Université de Toronto, des centaines d'étudiants et de membres du corps professoral ont participé à ce qu'ils appellent le Cercle du Peuple, qui est en fait le King's College Circle. Les manifestants l'ont renommé le Cercle du Peuple. Ils ont installé des tentes et y ont campé pendant la nuit. Les étudiants et les membres du corps professoral demandent à l'Université de Toronto de divulguer leurs investissements dans toute entreprise israélienne liée à l'occupation des territoires palestiniens. L'Université de Toronto a longtemps refusé de divulguer ses investissements, en particulier ses liens financiers avec des entreprises israéliennes liées à l'occupation des territoires palestiniens. L'université a également refusé de dialoguer avec les manifestants. Je suis allé à l'Université de Toronto et j'ai participé aux manifestations. J'ai parlé avec de nombreux manifestants qui sont assez jeunes, principalement des étudiants.
Je vais partager une histoire personnelle. J'étais étudiant de premier cycle et de deuxième cycle à l'Université de Toronto. En tant qu'étudiant de deuxième cycle, j'ai fréquenté l'école des affaires mondiales Munk, qui est une école de politique étrangère de premier plan au Canada. Global Affairs is a leading foreign policy school in Canada. It's kind of like an elite global affairs school. C'est un peu comme une école d'affaires mondiale d'élite. L'école Munk est financée par la famille de Peter Munk. Peter Munk est le fondateur de Barrick Gold, l'une des plus grandes compagnies minières d'or au monde. Barrick Gold opère dans le sud global, où ils extraient des ressources, polluent les écosystèmes et expulsent les villageois. Les forces de sécurité de Barrick Gold ont été impliquées dans de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris des viols. Malgré cela, Peter Munk finance l'école Munk en faisant une institution d'affaires mondiale très élitiste. Un de mes professeurs était l'ancien ministre de la Défense du Canada, et j'ai fini par l'interviewer pour ma série documentaire sur le Canada. En tant qu'étudiant à l'école Munk, j'ai essayé d'organiser une discussion sur la crise des réfugiés palestiniens. Dans le cadre d'un club étudiant que nous dirigeons à l'école Munk, nous avons organisé une discussion. L'une des panélistes que nous avons invitées était Francesca Albanese, qui est maintenant la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Palestine. À cette époque, elle venait de publier la deuxième édition de son livre « Palestinian Refugees and International Law ». Nous voulions organiser une table ronde sur les réfugiés palestiniens et leur traitement en vertu du droit international. Alors nous l'avons invitée. Nous avons également invité un médecin palestinien qui faisait partie du corps professoral de l'Université de Toronto, Izzeldine Abouelaish. Ses enfants ont été tués à Gaza lors des frappes aériennes israéliennes en 2008-2009. Il a partagé son témoignage personnel sur la manière dont les Palestiniens sont maltraités. C'est l'une des personnes les plus merveilleuses sur Terre. Je l'ai eu sur cette chaîne. C'est l'une des personnes les plus humaines sur Terre. Il est absolument fantastique. Et vous l'avez invité. Oui, et il a parlé, et Francesca Albanese a parlé, et ses co-auteurs du livre ont également parlé. C'était une excellente discussion et bien suivie. Elle a été enregistrée. Lorsqu'il a été temps de publier cet enregistrement sur les réseaux sociaux de l'Université de Toronto, l'école Munk nous a répondu, à nous les étudiants, et nous a dit que la conférence ne correspondait pas à leur format, donc ils ne la publieraient pas. Même si elle a été bien suivie et a reçu d'excellents retours de la part du public, l'école Munk de l'Université de Toronto a refusé de la publier. C'était en 2020. Donc en 4 ans, l'Université de Toronto a fait des progrès significatifs en termes de discours palestinien. Je n'ai même pas pu faire publier une conférence palestinienne que j'avais organisée. C'était la première discussion sur la crise des réfugiés palestiniens que l'école Munk de l'Université de Toronto avait jamais organisée. C'est moi qui l'ai organisée, mais je n'ai même pas pu la faire publier. Maintenant, 4 ans plus tard, il y a un discours significatif sur la question des réfugiés palestiniens et l'occupation palestinienne. Les membres du corps professoral participent et les médias grand public en parlent. C'est un progrès énorme. Voir ces étudiants camper et exiger que l'Université de Toronto divulgue ses investissements financiers est inspirant. Cependant, l'université a refusé de rencontrer les étudiants et a émis un avis indiquant que tout membre du corps professoral qui ne libère pas le campement avant 8 heures du matin fera face à des conséquences. Lundi matin, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis à l'heure normale de l'Est, donc 8 heures du matin est passé. Les professeurs et les étudiants ont refusé de quitter le campement. L'université a alors déclaré qu'elle divulguerait ses investissements, mais pas les investissements indirects aidant l'occupation israélienne. Ils tergiversent à ce sujet. Le président de l'Université de Toronto,
qui avait initialement refusé de rencontrer les étudiants, a finalement accepté de les rencontrer, mais n'a pas répondu à leurs demandes substantielles. Il a déclaré que dans le cadre de sa dernière offre, il aurait un droit de veto complet sur toute décision. S'il n'est pas d'accord avec une demande particulière, il la supprimera du dossier. Donc, c'est la dernière offre du président de l'Université de Toronto. Il divulguera tous les investissements directs et il n'y aura aucune mesure disciplinaire pour le corps professoral et le personnel. Depuis que 8 heures du matin est passé lundi, il est revenu sur sa menace de discipliner le personnel. Il a probablement reconsidéré après avoir vu ce qui s'est passé à l'Université Columbia aux États-Unis, où des étudiants ont été suspendus, des professeurs ont été menacés et certains ont même été arrêtés. Cela est devenu un énorme problème avec une couverture et une condamnation internationale. L'Université de Toronto tient à éviter une situation similaire. De plus, la remise des diplômes est en juin et l'université ne veut aucune perturbation. Juin approche très rapidement. La remise des diplômes a généralement lieu vers le 15 juin, si je me souviens bien, pour mes programmes de premier et de deuxième cycle. Ainsi, l'Université de Toronto est sous une réelle pression pour négocier une solution. C'est pourquoi le président a finalement accepté de divulguer les investissements directs, mais pas les investissements indirects. Il est également intéressant de noter que sur le campement lui-même, ces caméras sont équipées de technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance audio. Donc j'étais là et ils avaient installé ces caméras autour du périmètre du campement. Apparemment, ces caméras sont utilisées en collaboration avec la GRC, qui est la Gendarmerie royale du Canada, la police la plus haut gradée au Canada. Ils s'engagent dans la surveillance et la collecte d'identité. Nous ne savons pas à quoi ils vont les utiliser, mais c'est très alarmant. C'est essentiellement ce qui se passe à l'Université de Toronto, celle que je connais le mieux. D'une part, ce que nous voyons à Toronto et à Columbia, c'est que les manifestations étudiantes ont un réel impact. Le simple fait que de nombreuses personnes restent au même endroit et bloquent l'accès à certains bâtiments peut faire avancer les discussions avec la direction de l'université et attirer l'attention des médias. Par exemple, nous avons vu comment pour la première fois, Joe Biden aux États-Unis a retenu certaines livraisons d'armes, ce qui a immédiatement rendu la droite folle. Ils ont affirmé que c'était un scandale, suggérant qu'Israël serait en difficulté sans ses armes. Cette réaction est extrême, mais elle montre qu'il y a un certain impact. D'autre part, ce que vous dites maintenant, c'est que l'État devient à nouveau plus autoritaire. Cela rappelle beaucoup le convoi de la liberté pendant la pandémie de COVID-19 au Canada, où des mesures brutales ont été utilisées pour disperser les manifestations publiques et rendre impossible la protestation. Ce n'est pas encore à ce niveau, mais nous voyons des choses similaires se produire maintenant. Alors, que cherchent à faire les étudiants? Sont-ils satisfaits des seuls investissements directs? Ce qui est intéressant, c'est que si le directeur dit qu'ils ne divulgueront que les investissements directs et non les indirects, cela signifie qu'ils sont conscients de nombreux investissements indirects. Ceci pourrait être encore plus important et problématique que les investissements directs. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela sera efficace? What do you make out of that? Do you think this will fly? I think that what I'm getting from the students and what they're communicating. Je pense que ce que je retiens des étudiants et ce qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont vraiment efficaces pour utiliser ces plateformes afin de diffuser leurs messages et informer les jeunes milléniaux de ce qui se passe. Mon impression est qu'ils ne vont pas le tolérer. Ils veulent connaître tous les investissements, directs et indirects, dans lesquels l'Université de Toronto s'engage,
qui soutiennent et aident l'occupation israélienne. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est attendre le président Merrick Gertler, le président de l'Université de Toronto, jusqu'à la remise des diplômes à la mi-juin. June, I think it's 15. I don't know the date, but it's mid-June. And if all these protesters are there, they're right in front of. Si tous ces manifestants sont là, ils sont juste en face de Convocation Hall, où se déroulent les remises de diplômes. Lorsque les remises de diplômes n'ont pas lieu, nous l'utilisons comme salle de cours. Le campement est juste à l'extérieur de Convocation Hall. Donc, il est impossible que la remise des diplômes se déroule sans interruption si le président ne conclut pas un accord avec les manifestants. Ils doivent juste attendre environ 2 semaines. Si le président envoie la police, cela deviendra une situation énorme et causera des répercussions significatives pour l'université. Il y aura des préoccupations légitimes concernant la liberté d'expression et l'expression des étudiants. Je pense que le président est très prudent pour ne pas répéter la situation en Colombie. Il semble déterminé à garder son emploi, qui dépend des dons de riches mécènes investissant dans l'Université de Toronto. Beaucoup d'entre eux ont probablement des liens avec l'occupation israélienne ou des entreprises israéliennes aidant l'occupation, et il ne veut pas les contrarier. Il pense que sa position dépend de la satisfaction de ses donateurs. D'un autre côté, il ne veut pas être perçu comme trop autoritaire en envoyant la police, ce qui pourrait le faire passer pour un dictateur, similaire à la situation en Colombie. Il jongle avec une situation difficile. S'il avait une boussole morale forte, il pourrait être prêt à sacrifier son emploi pour divulguer les investissements et faire ce qui est juste. Mais il tient à son emploi et essaye de concilier les deux intérêts. Oui, vous savez, ce n'est pas une position que j'admire. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais, parce que, d'une part, il a une responsabilité envers les étudiants. D'autre part, il a une responsabilité envers l'institution et doit s'assurer qu'elle puisse fonctionner. Si ces actions entraînent une réduction du budget de moitié, cela pourrait signifier la fermeture de la moitié de l'université l'année prochaine. Dans tous les cas, ce sera très dramatique. Mais comme vous l'avez dit correctement, avec une boussole morale forte, vous verriez certainement que ce qui se passe en Palestine est si dramatique qu'il n'y a aucune justification pour garder ces accords cachés. C'est tout le problème. La demande est que nous voulons savoir ce qui se passe, et nous voulons que vous vous retiriez de ces engagements. La question pour moi en ce moment est, que risquent ces étudiants? Vont-ils toujours à leurs cours? Diplôment-ils? Beaucoup de gens mettent leur avenir en jeu en ce moment, pas seulement leur réputation. Les étudiants qui protestent, assistent-ils toujours à leurs cours ou non? Certains étudiants ont terminé leurs examens. D'après ce que je comprends, les examens se sont terminés en avril. Donc, ces étudiants qui ont terminé leurs examens en avril, surtout s'ils sont en dernière année, ont fini leurs études. Ils attendent juste de recevoir leur diplôme en juin. Certains étudiants m'ont dit qu'ils se sont en fait retirés des cours et ne s'inscriront pas tant que l'université ne divulguera pas ses investissements liés aux entreprises israéliennes qui soutiennent et aident l'occupation. Les étudiants risquent essentiellement d'être expulsés. C'est le principal risque. Au départ, l'université avait annoncé qu'il y aurait des mesures disciplinaires pour le corps professoral, le personnel et les étudiants. Maintenant, ils ont fait marche arrière. Cependant, si la remise des diplômes approche et qu'il n'y a aucun signe que l'université est prête à répondre aux demandes des étudiants, le président pourrait commencer à prononcer des suspensions et des expulsions. Cela pourrait être une répétition de ce qui s'est passé à Columbia. C'est donc le risque ultime.
could be a repeat of what happened in Colombia all over again. So that is the ultimate risk. And of course, faculty are risking their jobs, which Les membres du corps professoral risquent leur emploi, ce qui est encore plus significatif s'ils ont une hypothèque et soutiennent des enfants. Les étudiants, quant à eux, contractent des prêts gouvernementaux pour payer leurs études. Bien que se faire expulser ou suspendre soit un énorme problème, de nombreux étudiants vivent chez eux. Pour les étudiants internationaux, c'est encore plus difficile car ils n'ont pas leur famille ici. Les risques incluent l'instabilité financière et l'incapacité de poursuivre leurs études. Ce sont les principaux risques auxquels sont confrontés ceux qui protestent. And the students that you spoke to, like you said, Et les étudiants à qui vous avez parlé, comme vous l'avez dit, ils sont plus jeunes que vous, n'est-ce pas? Ils ont 17, 18, 19 ans. Comment expliquez-vous qu'un jeune de 17 ans comprenne la gravité de la situation bien mieux que beaucoup de personnes de 45, 50 ou 60 ans qui pensent encore que cela a quelque chose à voir avec le droit d'Israël à l'autodéfense? Comment se fait-il que le gaslighting n'ait pas fonctionné sur les jeunes de 17 ans comme il l'a fait sur certaines autres générations? C'est une protestation étudiante, pas une protestation d'ouvriers d'usine d'âge moyen. Pourquoi cela a-t-il fonctionné sur les jeunes? it's student protest. Why did it work on the young? I think that Je pense que les jeunes étudiants ne sont pas enracinés dans ou endoctrinés par les vues idéologiques du sionisme qui affectent les générations plus âgées. Ils voient des civils palestiniens innocents se faire massacrer en toute impunité. Le gouvernement israélien n'est pas tenu responsable. Il ne s'aligne pas non plus avec la vision fondamentaliste chrétienne selon laquelle Israël est la terre sainte et que tout ce qu'Israël fait est sacré. La Bible dit qu'Israël est la terre des Juifs, mais il ne s'identifie pas à cela. Il n'adhère pas au récit des médias grand public selon lequel Israël est la victime et que tout le blâme revient au Hamas. Je pense que c'est la déconnexion fondamentale. Hamas, and I think that that's the fundamental disconnect that's there. And it's also interesting because in Israel you have C'est aussi intéressant parce qu'en Israël, vous avez en quelque sorte la situation opposée. Bien qu'il soit vrai que la génération plus âgée soutient le sionisme et la guerre d'Israël contre Gaza, les jeunes en Israël sont encore plus extrêmes. Ils pensent que Netanyahou n'en fait pas assez. Certains appellent même Israël à larguer une arme nucléaire sur Gaza. Ils estiment que le gouvernement n'est pas assez dur, mais ils le soutiennent quand même. En dehors d'Israël, vous avez des jeunes qui sont progressistes et qui appellent à la fin de l'occupation. Ils s'opposent à ces individus sionistes radicaux qui semblent être principalement d'âge moyen, autour de 40, 50 ou 60 ans et plus. middle-aged 40, 50, 60-year-old individuals and above. Yeah, it's fascinating at the moment, and C'est fascinant en ce moment, et je n'ai que de l'admiration pour les étudiants qui font cela. Ils prouvent que vous pouvez avoir un impact, mais vous devez tout risquer. La guerre du Vietnam aurait pris une autre tournure s'il n'y avait pas eu de manifestations massives dans les rues auxquelles le gouvernement devait répondre. C'est là que les États-Unis ont appris leur leçon sur l'importance du contrôle des médias si vous voulez mener une guerre réussie dans un environnement de médias de masse. Je suppose que nous verrons plus de répression sur les réseaux sociaux à la suite de cela, bien que cela ne se produise pas déjà. not that hasn't been going on already, but And when I attended when I covered the University of Toronto encampment, while I was Lorsque j'ai couvert le campement de l'Université de Toronto, un membre libéral du Parlement était également présent, et j'ai eu l'occasion de lui parler. Le Parti libéral est le parti au pouvoir, dirigé par Justin Trudeau. J'ai parlé avec une députée libérale musulmane, Salma Zayed. À ma connaissance, elle n'est pas palestinienne, mais elle est musulmane. Elle a dit qu'elle était là pour montrer sa solidarité avec les manifestants. she's here to support, to show her solidarity with the protesters. And I asked her, well, how do you reconcile your position of Je lui ai demandé comment elle réconcilie son soutien aux étudiants manifestants
avec la position de Justin Trudeau de refuser d'imposer toute responsabilité à Netanyahou pour ses crimes de guerre et ses atrocités. Elle a répondu que le Parti libéral a des points de vue divers et qu'elle a exprimé ses préoccupations au Premier ministre. Elle a également mentionné que le gouvernement canadien est signataire de la Cour pénale internationale et que quelle que soit la décision de la Cour, le Premier ministre devrait la suivre. Cependant, cela ne résout pas la question centrale. Comment peut-elle soutenir un Premier ministre qui refuse de tenir Israël responsable de ses atrocités contre les Palestiniens? For its atrocities, that's carrying out against Palestinians, and just essentially, gives Israel total impunity, totally. Cela donne essentiellement à Israël une impunité totale et prend parti avec les États-Unis pour défendre Israël sur la scène internationale. Elle n'a pas pu trouver de réponse à cela. Elle sait qu'elle est hors de sa place dans le Parti libéral, mais elle ne peut pas donner une réponse honnête car cela signifierait accuser Justin Trudeau. Elle ne peut pas faire cela et garder son emploi en même temps. Une autre personne qui était là est Naomi Klein. Elle était également au campement et a parlé avec de nombreux jeunes. Elle était là plus d'un jour du campement. De nombreuses personnes notables et distinguées sont venues montrer leur solidarité avec les manifestants, ce que j'ai trouvé très encourageant. With the protesters, which I felt was very encouraging. And you had an environment where there were books. Et vous aviez un environnement où il y avait une petite bibliothèque dans le campement. Elle contenait des livres de Naomi Klein, Noam Chomsky sur la Palestine et Edward Said. Les étudiants empruntaient ces livres et étaient exposés à des penseurs critiques. Ils avaient des livres sur des sujets comme la fabrication du consentement, que des jeunes de 18 et 19 ans n'auraient peut-être jamais rencontré autrement. Le campement était une atmosphère véritablement éducative. C'était très accueillant et holistique. C'était vraiment révélateur à voir. Kind of environment, and that was really eye-opening to see. And you had so many young students that were just so eager to come and check out all these. Il y avait tellement de jeunes étudiants impatients de découvrir tous ces livres. Je ne peux pas penser à une autre circonstance qui aurait pu stimuler un tel engagement. C'était enrichissant que les étudiants aient décidé de saisir cette opportunité pour s'instruire sur ces grands penseurs. J'avais fait préparer une chemise sur mesure pour le campement, dont je t'enverrai une photo. J'ai pris une photo avec Naomi Klein en la portant. Peut-être peux-tu la partager avec le public. La chemise disait « Libérez Marwan Barghouti » et avait une photo célèbre de lui. Marwan Barghouti, and had this a famous picture of Marwan Barghouti. Everybody knows he's in handcuffs like this. Tout le monde sait qu'il est menotté comme ça, et il a la tête comme ça. J'ai fait le tour et j'ai demandé aux gens, « Savez-vous qui est Marwan Barghouti ?» Certains des jeunes le savaient, mais la plupart ne le savaient pas. Je leur ai dit, « C'est le Palestinien le plus populaire dans les territoires occupés, en Cisjordanie et à Gaza. Il appelle à une solution à 2 États. » Un sondage réalisé en mars de cette année a montré que lors d'une élection démocratique, les Palestiniens soutiendraient Marwan Barghouti comme leur leader, avec une avance à 2 chiffres sur le leader du Hamas, ou Mahmoud Abbas. Marwan Barghouti would win over double digits, and he is currently imprisoned by Israel. Il est actuellement emprisonné par Israël et est en prison depuis plus de 22 ans sur des accusations fabriquées de toutes pièces, alléguant qu'il a tué 5 soldats israéliens pendant la seconde intifada. Ces accusations sont sans fondement. Un mouvement appelle à sa libération, car il est reconnu par les universitaires israéliens et les Palestiniens comme étant la figure la plus importante pouvant apporter une solution durable au conflit. Lorsque j'ai parlé de Marwan Barghouti aux jeunes étudiants, certains d'entre eux ont été rebutés, car dès qu'ils ont entendu qu'il soutenait une solution à 2 États, ils ont perdu tout intérêt pour lui. J'ai eu une discussion très passionnée avec un étudiant en particulier. C'était un très jeune homme, et je crois qu'il était du Moyen-Orient, mais pas palestinien. Il était opposé à une solution à 2 États et voulait une solution à un seul État.
Il voulait que les Juifs en Israël soient expulsés et renvoyés en Europe. C'était une vision très extrême, mais je pouvais comprendre que son cœur souffrait de l'injustice que les Palestiniens subissent depuis plus de 70 ans. En même temps, je pense que les jeunes étudiants doivent être pragmatiques dans leur vision et leur approche, tout en reconnaissant l'injustice. Vous devez examiner les objectifs maximums que vous pouvez atteindre dans les contraintes du système international tel qu'il est. Les gains maximums que vous pouvez atteindre sont la solution à deux États, qui a été le consensus international, et même les États-Unis l'ont adopté. Les gains maximums que vous pouvez atteindre sont une solution à deux États sous les frontières d'avant juin 1967, avec des échanges de terres mineurs et mutuels, avec Jérusalem-Est allant aux Palestiniens et Jérusalem-Ouest allant à Israël. Il était intéressant de voir ces jeunes étudiants qui étaient si passionnés par l'injustice, mais aussi aux prises avec leur incapacité à regarder les choses de manière pragmatique, ce que j'ai également affronté à leur âge. Vous ne pensez pas aux choses de manière pragmatique. Vous êtes un penseur très libre et croyez que le monde est là pour que vous puissiez tout accomplir. J'ai certainement été dans cette position une fois. Je pense que c'est aussi pourquoi le campement palestinien à l'Université de Toronto a été aussi réussi qu'il l'a été. Ces jeunes étudiants ont pensé « Nous devons faire quelque chose. Nous devons prendre tous les risques possibles. » Il est utile d'être ce genre de penseur libre, mais il y a aussi un risque lorsqu'on préconise des solutions qui peuvent parfois avoir des conséquences dangereuses. Désolé pour cette réponse décousue. Non, merci pour cela. Merci pour l'aperçu de la situation des manifestations étudiantes à Toronto, car elles sont clairement quelque chose à surveiller. Et elles ne sont pas terminées. Même si elles s'estompent un peu, elles ne sont pas terminées. Je crois que nous les verrons à nouveau dans les gros titres bientôt. Soon again in the headlines.